Nous pouvons, je crois, commencer cette session de l'après-midi par notre jeune doctorant encore, mais Arthur de France, qui est en ce moment, qui travaille auprès du professeur Saito à l'université de Tokyo, qui a l'enviable privilège de connaître aussi bien le latin que le grec, que le chinois et le japonais, et qui nous décrit une situation, il nous fait une communication idéale où il va essayer de mettre en parallèle les deux domaines culturels. Donc, ce qui se fait, c'est une idée qui commence à faire son chemin de plus en plus, comme vous l'avez vu dans un nombre de publications dont il sera sans doute fait mention par Arthur. Et il va donc nous parler décrire les situations langagières, le Japon de Nara et la Rome républicaine. Ce qui je vous remercie beaucoup, professeur Robert. Pardon ? Vous montrez un PowerPoint. Je vous remercie beaucoup, professeur Robert. On devinera d'ailleurs sans doute dans le thème de cette communication quelque peu votre influence et votre intérêt pour la culture latine. Enfin bon, je dis rien. Ce que je vais donc tâcher de faire aujourd'hui, c'est de vous décrire deux situations langagières et de les comparer. Situation langagière d'abord du Japon de l'époque de Nara, 710-794, où l'on voit s'opposer, si l'on peut dire, deux langues, le japonais et le chino-littéraire, que j'appellerai à partir de maintenant sinitique, et la fin de la période républicaine dans la Rome antique, entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après la première hellénisation, où on voit le grec aux côtés du latin. Poser la question comme telle nous éloigne un tout petit peu du plan de la hiéroglossie, puisqu'on n'a pas de temps à faire ici à une réflexion sur les langues religieuses. Le grec n'est pas vraiment une langue religieuse. Bon, je sais qu'on jette des sorts en grec dans les romans romains. Enfin. Ce n'est pas non plus la comparaison la plus fréquente que l'on puisse trouver dans le domaine européen avec la situation japonaise. L'usage, et qui a été très renforcé notamment par les travaux sur la vernacularisation de Sheldon Pollock, est plutôt de comparer la situation de la synoglossie avec le cas de l'Europe médiévale et post-médiévale. La comparaison au plan littéraire, plus que linguistique ou langagier, a déjà été tentée en 2013 par Wiebke de Necke dans son désormais fameux, je pense en tout cas, Classical World Literatures, qui, entre autres, avertissait de deux différences majeures entre ces aires culturelles qui peuvent avoir quelques résonances pour nous. Rome a pratiqué une administration directe de la Grèce à partir d'un certain degré. On ne trouve pas d'administration directe dans l'histoire de la Chine, ce qui fait tout de même une grande différence. Pas d'administration directe du Japon. Il existe aussi un troisième terme entre le Japon et la Chine, qui est la Corée, et dont on ne trouve pas d'équivalent dans le cas romain. Alors pourquoi donc alors comparer ces deux aires culturelles? Alors pour trois raisons. Premièrement, du point de vue de la méthode, puisque d'abord le cas gréco-latin nous semble exemplaire dans la réflexion sur le bilinguisme dans les sociétés anciennes. Et j'en veux pour preuve le volume publié en 2002 par James Adams et Simon Swain, intitulé « Bilingualism in Ancient Society », qui part du cas gréco-romain pour s'étendre ensuite à d'autres situations langagières. Pour des raisons d'histoire aussi, notamment par rapport à la situation de l'Europe médiévale ou post-médiévale. À l'époque dans les deux cas, nous avons affaire à une situation où la langue qui se surajoute au vernaculaire est une langue qui est la langue d'une entité politique, la Grèce dans un cas, la Chine dans l'autre. Enfin, parce que, en tant que personne qui s'intéresse à l'époque de Nara, nous souhaitons mettre en avant une certaine spécificité de cette période dans laquelle le caractère de relation politique avec la Chine prend justement une importance particulière, dans la mesure où la péninsule coréenne étant unifiée sous l'égide de Silla à la fin du 7e siècle, la relation à la Chine, à partir de cette époque, se fait de plus en plus directe. Les ambassades envoyées en Chine continuent, mais on voit un véritable établissement volontariste d'un système de lois et de rites à la manière chinoise au long de la période. Comment donc allons-nous opérer notre comparaison? Eh bien, en trois temps. D'abord, nous allons partir de la masse des travaux qui touchent au cas gréco-romain.
et particulièrement au cas de la fin de la République romaine, donc après la première hellénisation, et à une période de littérature latine naissante, notamment sous l'influence grecque. Nous toucherons à la particularité méthodologique de ces travaux, qui est en un mot le fait qu'ils puisent beaucoup dans le corpus de la sociolinguistique. Et nous essaierons d'établir une liste de caractéristiques du bilinguisme gréco-latin. Dans un second temps, nous soulignerons la différence d'approche du côté japonais, qui tient notamment au fait que la synoglossie se pense en fait très rarement en termes de langue. La question de l'écriture est beaucoup plus au cœur des questions que se posent les spécialistes de l'Asie orientale que les questions de langue, et nous tâcherons, du mieux que nous pourrons, de défendre l'idée d'utilité d'un concept de langue dans cette comparaison. Nous tenterons dans un dernier temps d'appliquer, ou du moins de tenter d'appliquer les caractéristiques gréco-romaines au cas du Japon de Nara, afin de les comparer, afin dans un dernier temps d'affiner ces concepts et peut-être de les requalifier, afin de fournir des concepts à même de permettre de comparer les espaces langagiers. Pour ce qui est d'abord du grec dans la Rome républicaine, je commencerai par les fondements théoriques. Il s'est développé dans le corpus des études sur le cas gréco-latin un champ particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle qui s'intéresse au bilinguisme gréco-latin. C'est un champ qui a un type d'approche particulièrement visible et particulièrement marqué, qui est celui de la sociolinguistique. On y cite notamment les travaux d'Uriel Weinreich sur les contacts langagiers, les contacts linguistiques plutôt, pardon, et également très abondamment les recherches sur la diglossie menées par Charles Ferguson ou Joshua Fishman aux États-Unis. Il est évidemment difficile de donner une définition de la sociolinguistique, et dérobade pour dérobade, je me contenterai de citer la définition, un peu vague certes, mais qu'en donne un manuel de sociolinguistique récent. La sociolinguistique s'intéresse à la relation entre les langues et les sociétés, et particulièrement aux différences d'utilisation d'une langue qui naissent de différents contextes sociaux, de différentes circonstances sociales, que ce soit différences de grammaire, différences de prononciation, ou même de langue, comme on le voit dans le cas du code switching, donc le changement de langue à l'intérieur d'une même situation. C'est donc une approche qui s'intéresse exclusivement au versant social de la langue, à la langue en tant qu'elle existe dans l'espace social, et n'a par exemple pas de concept de transcendance de la langue, comme on en trouve par exemple dans le cas de la grammaire générative, qui réfléchit à une langue qui est au-delà de ce que qui existe au-delà de la parole qu'on trouve dans l'espace social. La question de savoir si la hiéroglossie se rapporte plutôt à une idée de transcendance de la langue ou à une langue à l'intérieur de la société, ou de savoir si dans la hiéroglossie c'est la société qui crée la langue ou la langue qui crée la société, est une autre question que je laisse pour un petit peu plus tard. Quelles recherches voit-on donc se développer dans ce contexte-là ? Les méthodes de la sociolinguistique sont notamment l'entretien, le questionnaire, le corpus. Il va de soi que, puisqu'on a affaire à des langues anciennes, seul le corpus paraît être une solution envisageable. Reste à préciser néanmoins que ce qu'on appelle un corpus de sociolinguistique et le corpus de la littérature latine sont deux objets très différents. Un corpus de sociolinguistique est créé dans une optique particulière. Le corpus de la littérature latine est un objet contingent qui est parvenu jusqu'à nous. Par ailleurs, néanmoins, il faut souligner, comme le fait Wiebke Deneck, qu'il y a une grande cohérence du corpus gréco-latin, un système de renvoi unifié qui peut donner l'impression que l'on surplombe du regard l'entièreté de la situation d'une civilisation ou d'une littérature. Ce qui est, je pense, une impression un petit peu trompeuse, mais qui a pu amener, à mon avis, à ce genre d'approche. Quel type d'utilisation du corpus trouve-t-on ? D'abord, des recherches que les Anglais appellent anecdotal, que je me permets de traduire par anecdotique. On cherche des occurrences dans les textes de description de situations langagières. Des prises de parole, en latin ou en grec, sont décrites et commentées. On trouve ce cas très abondamment dans l'ouvrage pionnier de Jorma Caemio, intitulé « The Romans and the Greek Language ». Une autre utilisation du corpus notable est le corpus d'un seul auteur, ou d'une partie des œuvres d'un auteur, comme par exemple, a essayé de le faire Ottavenskus, qui analyse le phénomène de code switching dans la correspondance de Cicéron. Les concepts appliqués à ces corpus, par la suite, sont bel et bien ceux de la sociolinguistique. On y trouve notamment le concept de language choice, le choix d'une langue plutôt qu'une autre dans une situation donnée avec un interlocuteur donné,
Language attitude, l'attitude du locuteur vis-à-vis de telle ou telle langue, le code switching dont je vous parlais, à savoir le fait de passer d'une langue à une autre à l'intérieur d'un même texte ou d'une même situation, le Partnerzwang, l'utilisation différente selon la personne à qui on s'adresse, ou même l'interférence, à savoir l'influence que peut avoir une langue A sur une langue B, que ce soit dans le vocabulaire ou les structures grammaticales. Tout ça, ce sont des concepts adaptés de la sociolinguistique des langues parlées qui sont utilisés pour décrire des langues anciennes. Il va de soi qu'une telle approche a une immense limitation sociologique. On a affaire uniquement à un corpus délimité, qui est un corpus, dans la plupart des cas, de grands auteurs, et qui repose aussi beaucoup sur les anecdotes, ce qui permet notamment peu de saisie des choix linguistiques, l'échantillon étant peu représentatif. En un sens, c'est justement ce défaut qu'a voulu combler le travail remarquable et de grande ampleur fourni par James Adams en 2003, à travers son ouvrage « Bilingualism and the Latin Language », qui s'appuie très lourdement sur l'épigraphie, notamment sur les stèles bilingues, et qui permet de documenter de manière beaucoup plus pertinente les choix linguistiques. À partir de ce point, et en s'appuyant sur ces recherches, quel portrait peut-on donner de la langue grecque à cette époque ? Il est difficile, surtout au vu du portrait un petit peu négatif que nous venons de faire de ce type de recherche, d'établir des caractéristiques, notamment concernant le choix de langue. Concernant l'attitude linguistique, néanmoins, il nous semble que l'on peut dégager quelques caractéristiques, et on s'en tiendra pour l'heure aux 4 suivantes. Premièrement, on trouve l'idée d'un complexe culturel du côté latin vis-à-vis de la Grèce, résumé par la fameuse formule de Lucrèce, aegestas patris sermonis, donc la pauvreté de la langue maternelle. L'autre pôle de ce complexe culturel étant bien sûr une certaine volonté de défendre à tout prix la langue latine, là où elle semble perdante par rapport à la langue grecque. On trouve ça très bien chez Cicéron, éduqué partiellement en Grèce, et qui néanmoins va défendre l'idée que le latin est tout aussi riche que le grec et tout aussi à même de traiter de philosophie. Une deuxième caractéristique que je donnerai est la normativité. Le grec correct, pour les Romains, est un grec bien particulier. Il ne s'agit pas de la koiné parlée par les basses classes de Rome, excusez-moi, mais du grec attique. Et s'il fallait citer un auteur, de celui de Démosthène. En tout cas, c'est ce que Cicéron conseille à ceux qui s'intéressent à la rhétorique. La langue doit tendre vers l'atticisme, et on a, à un certain degré, la construction d'un grec que Emmanuel Vallet de Cagnac a décrit comme plus attique encore que la langue des Athéniens. Cette normativité du grec influe d'ailleurs sur celle du latin, et le concept de latinitas, qui décrit un bon usage du latin, s'appuie et la traduction d'un concept grec qui décrit un bon usage du grec. Intégration, intégration est le nom que je donne à l'idée que le grec fait partie de la culture latine. Ce que l'on voit notamment à l'expression utraque lingua, les deux langues, pour un romain, si l'on dit les deux langues, ça réfère nécessairement à ces deux pôles de la culture latine que sont la langue latine et la langue grecque. Il y a à l'intérieur de cette intégration une répartition, puisqu'il y a des contextes où le grec peut être employé et des contextes où il ne peut pas, notamment les contextes publics, politiques et religieux. Enfin, dernière caractéristique, on trouve l'idée d'une origine commune, qui n'est pas la plus répandue, mais on trouve parfois dans les textes latins l'idée que le grec que le grec aurait été apporté à Rome par les Éoliens, qui auraient aussi transmis leur écriture, avant de se fondre dans la masse des peuples italiques. Dernière caractéristique peut-être, et qui ne figure pas ici, mais le fait qu'on trouve un certain nombre de ces preuves anecdotiques. On trouve un certain nombre de textes qui décrivent des usages et des situations linguistiques. Et Jean Maccaimio en a regroupé près de 700 dans son ouvrage. Si l'on passe à présent à la situation de Nara et à la recherche sur le signitique au Japon, on est forcé de constater d'abord qu'il y a une grande diversité de la recherche sur la synoglossie. Autant en Occident, on peut avoir l'impression d'une certaine unification autour d'une approche théorique particulière, autant au Japon, si on cherchait un seul interlocuteur, on serait en un sens bien embêté, puisqu'il y a une très très grande diversité de travaux sur la synoglossie, que ce soit des recherches sur l'influence des sources sinitiques sur la littérature japonaise, sur la circulation des ouvrages sinitiques, sur le système d'éducation de Nara, sur l'histoire de l'écriture, sur l'histoire des procédés de lecture en kundoku. Néanmoins, on ne trouvera pas d'ouvrage sur le bilinguisme, par exemple. Et le concept de langue lui-même ne se trouve quasiment pas.
il peut sembler normal d'un certain point de vue que deux approches développées dans des espaces géographiques radicalement différents aient pris des tours légèrement différents. Mais si on devait s'interroger sur les raisons qui font qu'il y a une telle différence, sans doute le rapport au concept de langue serait-il au centre de cette différence. J'ai dit que dans le cas de la Grèce, dans le cas du grec à Rome, pardon, on trouvait un grand nombre d'anecdotes qui nous relatent l'utilisation de la langue grecque dans tel ou tel contexte. Le fait que le signitique puisse être lu en langue vernaculaire nous prive en un sens d'un grand nombre de la possibilité d'avoir ce type de récit. Et pour être très honnête, si l'on cherche dans les sources historiques japonaises des situations de communication orale en langues étrangères, eh bien, il sera assez difficile d'en trouver, même si on en trouve dans certains cas. La relation entre les langues, ainsi, dans un tel contexte, ne peut pas être la relation entre deux langues orales, mais entre une langue écrite et une langue orale. Et d'un certain point de vue, pour revenir à Weinreich, deux langues qui ne sont pas situées sur le même plan peuvent difficilement être des langues en contact. Et c'est peut-être ce qui a fait que la recherche a pris un tournant différent. À cela s'ajoute, par parenthèse, mais parenthèse importante, le fait qu'il y ait une moindre présence chinoise sur le sol japonais que de présence grecque à Rome. Les esclaves romains sont très nombreux sur le territoire de Rome. Et un autre fait qui est le fait que le statut social des interprètes qui existe dans le Japon ancien est extrêmement bas, que la noblesse n'apprend pas le langage parlé, pour ce que l'on en sait, et que donc, dans ces circonstances-là, il est assez improbable d'avoir des épisodes d'interprétariat consignés dans les chroniques officielles. Est-ce à dire pour autant qu'il faille abandonner le concept de langue ? Je ne pense pas. Il est certes vrai que ce concept, en un sens, a pu mener à des généralisations abusives, et notamment, en un sens, ce qui peut sembler un peu téméraire, à la généralisation de méthodes utilisées normalement pour les langues parlées, la méthode de la sociolinguistique, dans les langues mortes, ce qui, quand on y réfléchit, semble tout de même extrêmement téméraire. Pour cette raison, d'ailleurs, par ailleurs, on risquerait de manquer, peut-être, le caractère écrit de la synoglossie qui est réel et qui a justifié dans certains cas que l'on parle non pas de lingua franca pour le signitique, mais de scripta franca, comme l'avait proposé Wiebke Deneck. Il y a néanmoins, à mon avis, des raisons de maintenir ce concept. D'abord parce qu'une langue peut être une langue écrite, et ça n'en fait pas un pur système d'écriture pour autant. C'est une langue qui a ses codes, qui a sa propre normativité. Certains des textes qui nous sont parvenus de l'époque de Nara respectent d'assez près l'usage du signitique. Il y a donc une normativité de cette langue écrite extérieure à la logique du japonais, même si ces textes d'ailleurs pouvaient avoir été voisés en japonais. Par ailleurs, cette normativité-là n'est pas forcément sans lien avec des aspects de la langue orale chinoise, que l'on songe aux emprunts au vernaculaire du signitique, à la lecture à haute voix des textes signitiques, au respect du système d'alternance des tons dans la poésie en signitique. On ne peut pas entièrement détacher ce concept de celui de langue parlée. Le concept également permet de regrouper une diversité d'aspects linguistiques qui resteraient sans cela isolés. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être l'un des plus grands mérites d'un ouvrage comme celui de Yuzawa Tadayuki, publié en 2001, intitulé Kodai Nihonjin Togai Kokugo, les Japonais de l'Antiquité et les langues étrangères, qui traite dans un même volume des différents types de lecture à haute voix des textes signitiques, en gohan ou en kaon, du rôle des interprètes, de la possibilité, faute d'interprète, de communiquer par l'écrit, et de la question de la lingua franca. Ces aspects-là peuvent être regroupés et étudiés conjointement au prisme du concept de langue, et comme tel, ça nous semble être une bonne raison de le maintenir. Enfin, le concept, il nous semble, doit être maintenu à des fins de comparaison avec différentes zones géographiques, quitte à préciser, ce qui n'est pas vraiment gênant, quelles parties tiennent de la compétence écrite et de la compétence orale. Les sociolinguistes, d'ailleurs, distinguent les compétences écrites et les compétences orales du langage de manière assez classique, assez fréquente.
Par ailleurs, cette division peut nous informer sur informer notre manière de percevoir les langues, les situations de bilinguisme en Occident, y compris la situation gréco-romaine, qui a été uniquement perçue sous le crible de la langue orale, alors que des recherches sur les différences entre langue orale grec oral et grec écrit auraient tout à fait leur intérêt. Nous avons vu ainsi que les deux traditions de recherche envisageaient les situations langagières de manière très différente. Néanmoins, nous avons essayé de défendre l'idée que le concept de langue permettait de faire face aux deux situations et de les comparer. Nous allons donc ici tenter de soumettre au cas de Nara les critères de Rome, quitte à affiner dans un second temps ces critères. Si l'on prend d'abord le critère de complexe culturel, on ne trouve pas, à l'époque de Nara, de défense explicite de la langue japonaise contre le sinitique. Pour ce qui est de l'Aegestas Patris Sermonis, on pourrait peut-être voir dans la volonté affichée par Fujiwara no Hamanari dans son Kakyōshiki, le code de la poésie, d'appliquer la métrique chinoise à la poésie japonaise afin de l'améliorer, une forme peut-être de conscience de pauvreté et de nécessité d'enrichissement donc de la langue vernaculaire. Pour la prose, on cite souvent le passage du Kojiki, la préface du Kojiki dans lequel le préfacier dit qu'il refuse l'écriture logographique pour préserver les sens des mots anciens. Il n'est néanmoins pas fait référence à un contexte de langue et il serait un petit peu difficile de le tirer directement du côté d'une langue ou d'une autre. Il est remarquable enfin que, si on se penche sur la poésie, ni le recueil de poésie japonaise Manyoshu, qui comporte pourtant des passages en sinitique et des passages en japonais, ni le recueil de poésie sinitique intitulé Kaifuso, ne comporte d'indication explicite de choix linguistique dans aucun des deux cas. Le cas du Kaifuso est d'ailleurs assez surprenant, puisque, composé à une époque où la poésie japonaise est déjà florissante, il n'y est absolument pas fait allusion. Alors même que la préface du Kaifuso relate les origines de la poésie japonaise. On a donc l'impression de deux plans qui ne se rencontrent pas. Pour ce qui est de la normativité, on trouve une forme de normativité dans l'usage du sinitique au Japon, qui vient notamment de l'utilisation de classiques d'une part, notamment dans l'Office des études supérieures, l'Institut d'enseignement de l'époque de Nara, mais aussi dans l'utilisation de dictionnaires de citations chinois. On trouve donc un apprentissage très normé, et d'ailleurs les savants japonais ont beau jeu d'aller repérer les allusions qui ont été mises ensuite dans les textes en kanbun, puisqu'ils ont été composés avec ces outils en main. Il y a donc une normativité. On ne trouve pas néanmoins d'équivalent de l'atticisme, pas de défense, que je sache en tout cas, d'un type de chinois particulier, d'un type de sinitique plutôt que d'un autre, et s'il fallait dire à quel type de normativité on a affaire, eh bien c'est plutôt une normativité générique que géographique ou historique. Tel genre de sinitique appelle tel genre de référence, et donc a telle ou telle influence sur l'écriture en sinitique par les Japonais. Intégration, on ne trouve pas d'équivalent d'outraquilingua à cette époque. Évidemment, c'est le terme de wakan qui vient le plus vite à l'esprit quand on pense à outraquilingua. Néanmoins, le terme de wakan n'est pas encore figé dans ce sens à cette époque. Il ne semble pas désigner des réalités linguistiques distinctes, comme ce sera le cas à l'époque de Heian, la fameuse époque du wakan no eshu, qui opposera des vers en sinitique à des vers de waka en japonais. On trouve dans une certaine mesure l'idée de restriction d'usage du sinitique. Enfin, si l'on veut prendre ainsi du moins le fait que les Norito semblent avoir été déclamés à haute voix, ce qui semble témoigner d'une volonté d'utilisation de la langue japonaise dans les fonctions politiques et religieuses, mais enfin, on ne trouve pas de déclaration d'intention comme dans le cas gréco-romain. Quant à l'origine commune, c'est une question assez intéressante. On ne la trouve pas vraiment sous cette forme. D'abord parce qu'on ne trouve pas de discours sur l'origine de la langue, mais seulement un discours sur l'origine de l'écriture. L'écriture est apportée au Japon par les Coréens Achiki et Wani, comme on le voit dans le Kojiki et le Nihonshoki. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une
il ne s'agit pas d'une genèse de l'écriture. Et d'ailleurs, le caractère inaugural de ce geste est moins visible dans le Kojiki ou le Nihon Shoki que par exemple dans la préface du Kaifuso, qui, comme je le disais, propose une histoire de la poésie japonaise et qui voit cette étape comme une étape indispensable sur la voie de l'élaboration d'une tradition de poésie sinitique au Japon. Alors si l'on propose enfin un essai d'interprétation de ces différences et, disons, une tentative pour requalifier ces critères, il nous semble que l'idée de complexe culturel pourrait peut-être être requalifiée de manière plus générale, et donc mieux à même d'être utilisée dans des comparaisons linguistiques ultérieures, en question d'occupation du même espace linguistique. Dans le cas gréco-latin, ce qui frappe, c'est qu'il y a des espaces communs et qui peuvent donc être disputés entre latin et grec. La philosophie est l'un de ces espaces. La philosophie peut se faire en latin, peut se faire en grec, mais il y a un espace commun, justement, pour arguer de ce point, pour disputer et pour montrer la possibilité de le faire en latin plutôt qu'en grec. Dans le cas du japonais, c'est peut-être la limitation de nos connaissances qui nous pousse à dire cela, mais on a l'impression qu'on a affaire à des niveaux différents. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des niveaux sans rapport, mais on a l'impression d'avoir affaire à des niveaux qui ne sont pas sur le même plan. La situation est d'ailleurs peut-être en train de changer si l'on songe à cet écrit de Fujiwara no Hamanari dont je vous parlais, et qui dit justement « Pourquoi ne pas appliquer les règles de versification chinoises comme la rime au japonais ?» Peut-être que des espaces linguistiques qui étaient distincts se mettent à former un espace linguistique commun. En tout cas, la question, à mon sens, mérite d'être posée. Quant à la normativité, je proposerais de distinguer plusieurs types de normativité. Dans le cas du grec des Romains, on trouve une idée de normativité qu'on pourrait appeler historique et géographique. Ce doit être le grec de telle ou telle période, idéalement du siècle d'or des orateurs attiques, et de telle région. Dans le cas japonais, on ne voit pas de trace d'une telle normativité historique ou géographique, prise à l'intérieur, par exemple, de l'histoire de la littérature chinoise. On a plutôt affaire à une normativité générique qui n'a pas l'air de nécessairement tenir compte de l'histoire de la littérature chinoise comme telle. Intégration, il nous semble qu'on pourrait proposer une distinction entre plusieurs types d'intégration différentes. Une intégration délimitée, ce qui est le cas par exemple du grec à Rome. Le grec est intégré à la culture romaine, mais jusqu'à un certain point seulement, quand dans le cas du sinitique à Rome, non pas à Rome, pardon, mais à Nara, peut-être à cause de la lecture vernaculaire d'ailleurs, l'intégration semble moins restrictive. Ce qui peut être lié, bien entendu, à des motifs politiques. Si le siècle de Nara est bien une période d'imitation volontariste du modèle chinois, évidemment, il est un petit peu difficile, par exemple, de confiner, de garder une sphère politique purement japonophone contre le sinitique. Ça semble un petit peu compliqué. Je terminerai brièvement sur la question de l'origine commune. Il nous semble qu'elle peut s'articuler avec la question de l'occupation du même espace linguistique. À partir du moment où deux langues se mettent à occuper le même espace, peut-être, et à ce moment-là seulement, peut-on envisager de leur trouver une origine commune. En dehors de cela, on voit mal comment un tel discours pourrait émerger. Je conclurai donc rapidement en disant que l'on a vu à quel point les approches de la pluralité des langues au sein d'une même société étaient différentes. Les Occidentaux ont choisi une approche, dans bien des cas, très cohérente du point de vue théorique, inspirée de la sociolinguistique. Dans le cas japonais, on a affaire à une beaucoup plus grande diversité, et dans bien des cas, une beaucoup plus grande positivité aussi, puisque l'utilisation de l'épigraphie se trouvait bien plus tôt. Et un rôle très mineur du concept de langue. Il nous semble néanmoins que ce concept peut être sauvé, notamment à travers le concept de langue écrite, en reconnaissant également une diversité de compétences au sein d'un ensemble que l'on appelle langue. Nous avons, dans un dernier temps, proposé des concepts de description des rapports entre les espaces langagiers plurilingues, qui sont les suivants. Donc, coexistence des langues sur un même plan, différents degrés ou différents types de normativité de la langue qui se surajoutent à la langue vernaculaire, différents types d'intégration au sein de la culture, et présence ou pas, ou différents types de discours sur les origines. Et je m'en tiendrai là pour aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup.